Chapitre 11. La salle d'attente du docteur Gordon était beige et apaisante. Tout était beige. Les murs étaient beiges, les tapis étaient beiges, les chaises damassées, les sofas étaient beiges. Il n'y avait ni miroir ni tableau, seulement quelques diplômes de différentes facultés de médecine sur lesquels le nom du docteur Gordon figurait en latin. Dans des pots de céramique alignés sur la table basse, sur la table à café et sur la table de lecture, il y avait des fougères ondulantes et vert clair, contrastant avec d'autres feuilles pointues, plus foncées. D'abord je me suis demandé pourquoi cette pièce dégageait une telle atmosphère de sécurité, mais j'ai compris que c'était parce qu'il n'y avait aucune fenêtre. La climatisation me faisait frissonner. Je portais toujours la jupe plissée et le corsage de Betsy. Il commençait à être sérieusement chiffonné. J'étais à la maison depuis 3 semaines et je ne les avais toujours pas lavés. Le coton imbibé de sueur dégageait une odeur acide mais familière. Je ne m'étais pas non plus lavé les cheveux depuis 3 semaines. Je n'avais pas dormi depuis 1 semaine. Ma mère prétendait que j'avais dû dormir, qu'il était impossible de rester si longtemps sans dormir. Si j'avais dormi, c'était les yeux grands ouverts, parce que chaque nuit, pendant 7 nuits, j'avais suivi des yeux la course verte et lumineuse de la trotteuse, celle de l'aiguille des minutes et celle de la petite aiguille de mon réveil. J'avais regardé leurs cercles et demi-cercles sans manquer 1 seconde, 1 minute ou 1 heure. Si je n'avais lavé ni mes affaires ni mes cheveux, c'était parce que je trouvais ça idiot. Je voyais les jours de l'année s'étaler devant moi, comme une succession de boîtes blanches, brillantes, et pour séparer chaque boîte de la suivante, il y avait comme une ombre noire, le sommeil. Malheureusement pour moi, la zone d'ombre qui séparait les boîtes les unes des autres avait disparu, et je voyais chaque jour briller devant moi une sorte de large route blanche, désertique. Il me semblait idiot de laver un jour ce qu'il faudrait relaver le lendemain. J'étais fatigué rien que d'y penser. Je voulais faire les choses une fois pour toutes et en finir avec elles pour de bon. Le docteur Gordon tripotait son stylo en argent. Votre mère me signale que vous êtes préoccupé. Je m'enfonçai dans le profond fauteuil de cuir et je regardais le docteur Gordon de l'autre côté des quelques mètres carrés de son bureau poli comme un miroir. Il attendait. Il tapotait son stylo. Tap, 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 sur la surface verte et immaculée de son buvard. Il avait des cils tellement longs qu'on aurait dit des fossiles. Des roseaux en plastique noir bordant 2 mares d'un verre de glace. Les traits du docteur Gordon étaient si purs qu'il avait presque l'air séduisant. Je l'ai exécré à la minute où j'ai mis les pieds dans son bureau. Je m'étais imaginé un homme laid et doux, qui aurait levé les yeux en disant « Ah !» d'une voix encourageante, comme s'il décelait quelque chose que je ne pouvais voir. Alors, j'aurais trouvé les mots pour lui dire combien j'avais peur. Peur de m'enfoncer de plus en plus profondément dans un sac noir sans air, sans issue. Puis il s'adosserait à son fauteuil. Il joindrait le bout de ses doigts pour faire une petite colline et il me dirait pourquoi je ne pouvais pas dormir, pourquoi je ne pouvais pas lire, pourquoi je ne pouvais pas manger et pourquoi tout ce que faisaient les gens me semblait tellement vain puisqu'au fond, ils allaient tous mourir. Et alors, pensais-je, il m'aiderait, pas, à redevenir moi-même. Mais le docteur Gordon était tout différent. Il était jeune et séduisant, et j'ai vu tout de suite qu'il était vaniteux. Il avait sur son bureau une photo dans un cadre d'argent.
lui faisant à moitié face et faisant à moitié face à mon fauteuil de cuir. C'était une photo de famille. On y voyait une belle femme aux cheveux bruns, qui aurait pu être sa sœur, souriante au-dessus des têtes de 2 enfants blonds. Je crois qu'un des enfants était un garçon et l'autre une fille, mais il se peut que les deux aient été des garçons ou des filles. C'est difficile à dire lorsque les enfants sont si petits. Je crois aussi qu'il y avait un chien sur la photo, vers le fond, une sorte d'Airedale ou de retriever doré, mais peut-être n'était-ce que la silhouette d'une jupe de femme. Je ne sais pas pourquoi, mais cette photo m'a mise hors de moi. Je ne voyais pas pourquoi elle devait me faire face à demi, comme si le docteur Gordon voulait me montrer d'emblée qu'il était marié à je ne sais quelle femme célèbre et que je ferais mieux de ne pas me faire des idées. Et puis je me suis demandé, comment ce docteur Gordon pourrait-il bien m'aider puisqu'il a une femme magnifique, de beaux enfants et un chien splendide qui l'entoure comme des anges sur une carte de Noël? Et si vous me racontiez ce que vous pensez qui ne tourne pas rond? J'ai retourné les mots avec méfiance comme des galets polis par la mer qui tout d'un coup pourraient s'ouvrir et se transformer en autre chose avec des mâchoires. Ce que je pense qui ne va pas? Cela semblait dire que tout allait bien. C'est moi qui ne faisais que penser que ça n'allait pas. D'une voix morne et neutre, pour lui montrer que je ne me laissais pas séduire par ses airs enjôleurs, ni par sa photo de famille, je lui ai raconté que je ne dormais pas, ne mangeais pas, ne lisais pas. Je ne lui ai pas parlé de l'écriture qui pourtant me tracassait plus que tout le reste. Le matin même, j'avais essayé d'écrire une lettre à Dorine qui était dans l'ouest de la Virginie. Je lui demandais si je pouvais venir habiter chez elle et éventuellement trouver du travail dans son collège, comme serveuse ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai pris mon stylo, ma main traçait d'énormes lettres tordues, comme celles d'un enfant. Les lignes montaient et descendaient de gauche à droite, presque en diagonale, comme les boucles d'une ficelle posée sur une feuille de papier et sur laquelle quelqu'un aurait soufflé. Je savais bien que je ne pouvais pas envoyer une lettre comme ça. Alors je les déchirai en petits morceaux et je les ai fourrés dans mon sac à côté de ma trousse de maquillage, au cas où le psychiatre aurait voulu les voir. Mais évidemment, le docteur Gordon ne m'a pas demandé de les lui montrer, puisque je ne lui en avais pas parlé. J'ai commencé à me trouver futé. Je me suis dit que je n'avais qu'à lui dire ce qui bon me semblait, que je pourrais contrôler l'image qu'il se faisait de moi en lui cachant telle chose, en lui révélant telle autre. Tout ça pendant que lui se trouvait tellement brillant. Pendant tout le temps où je parlais, le docteur Gordon gardait la tête penchée comme s'il priait, et en dehors de ma voix terne et neutre, le seul bruit était le tap, tap, tap de son stylo, toujours au même endroit sur le buvard vert, comme un bâton marcheur piaffant dans une écurie. Quand je me suis tu, le docteur Gordon a relevé la tête. « Où m'avez-vous dit que vous alliez au collège ?» Stupéfaite, je lui ai répondu que je ne voyais pas ce que le collège avait à voir là-dedans. « Ah !» Le docteur Gordon se renversait dans son fauteuil en regardant par-dessus mon épaule avec un sourire chargé de souvenirs. J'ai cru qu'il allait me livrer son diagnostic, que peut-être je l'avais jugé trop vite et trop sévèrement, mais il n'a fait que dire « Je me souviens bien de votre collège. J'y suis allé pendant la guerre. Il y avait un poste de WAC. Ou bien était-ce des Waves ?» J'ai dit que je n'en savais rien. Oui, c'était bien un poste de WAC. Je m'en souviens maintenant. J'étais leur docteur, avant j'étais à l'étranger, mais ça, c'était un sacré lot de jolies filles. Le docteur Gordon s'est mis à rire. D'un geste souple, il s'est relevé et il s'est approché de moi en contournant le bureau. Je ne savais pas trop ce qu'il voulait que je fasse, alors moi aussi je me suis levé.
Il a attrapé ma main qui pendait le long de ma jambe et il l'a serrée. À la semaine prochaine. Les ormes en fleurs faisaient comme un tunnel d'ombre au-dessus des façades de briques rouges et jaunes de Commonwealth Avenue. Un tram glissait vers Boston dans ses rails étroits et argentés. Je l'ai laissé passer et j'ai rejoint la Chevrolet grise le loin du trottoir d'en face. Je pouvais voir le visage anxieux et jaune citron de ma mère qui m'observait à travers le pare-brise. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai refermé la portière. Elle s'est mal enclenchée. Il a fallu que je la rouvre et que je recommence jusqu'au claquement étouffé. Il a dit qu'il me reverra la semaine prochaine. Ma mère a soupiré. Le docteur Gordon demandait $30 à chaque visite. Salut, c'est quoi ton nom ? Ellie Higginbottom. Le marin s'est mis à marcher à mon côté et je lui ai souri. J'ai pensé qu'il devait y avoir autant de marins sur l'avenue que de pigeons. Ils avaient l'air de sortir du centre de recrutement grisâtre, tout en bas, avec des affiches bleues et blanches. Engagez-vous dans la marine, collées sur des panneaux tout autour et à l'intérieur. Et tu viens d'où, Ellie ? Chicago. Je n'avais jamais été à Chicago. Je connaissais un ou deux garçons qui étaient allés à l'université de Chicago, et ça me paraissait le genre d'endroit d'où pouvait parfaitement venir quelqu'un d'excentrique et qui perdait les pédales. Pour sûr, t'es loin de chez toi. Le marin a passé son bras autour de ma taille, et pendant un bon moment nous avons marché comme ça, lui serrant ma hanche à travers la jupe verte plissée, et moi, souriant mystérieusement, essayant de ne rien dire qui eût pu prouver que j'étais de Boston. À tout moment nous pouvions tomber sur Madame Willard ou d'autres copines de ma mère traversant l'avenue après le thé à Beacon Hill ou revenant d'un shopping dans la café à Philène. Je me suis dit que si jamais j'allais à Chicago, je pourrais définitivement troquer mon nom pour celui d'Ellie Higginbottom. Comme ça personne ne saurait que j'avais laissé tomber une grosse bourse dans un des grands collèges de l'Est, que j'avais été à New York pendant 1 mois et que j'avais refusé de prendre pour époux un étudiant en médecine tout à fait sérieux qui serait un jour membre de l'American Medical Association et qui gagnerait des tonnes d'argent. À Chicago, les gens m'accepteraient tel que je suis. Je serais Ellie Higginbottom, la simplette, l'orpheline. Les gens m'aimeraient pour mon tempérament gentil et doux. Ils ne me courraient pas après pour me faire lire des livres et écrire de longues dissertations sur le dualisme dans l'œuvre de James Joyce. Et un jour, je pourrais bien épouser un mécanicien de garage, tendre et viril. J'aurais une famille envahissante comme celle de Dodo Conway, si ça me chantait. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu sortiras de la marine ? Ai-je brutalement demandé au marin. C'était la phrase la plus longue que j'ai prononcée, et il m'a semblé pris en traître. Il a penché son calot blanc sur le côté pour se gratter la tête. Bof, je sais pas trop, Ellie. Peut-être que j'irai au collège avec ma bourse de démobilisation. Je l'ai laissé parler un moment. T'as déjà pensé à ouvrir un garage ? Ça, non, ça m'est jamais arrivé. Je l'observais du coin de l'œil. Il n'avait pas l'air d'avoir un poil au-dessus de 16 ans. Sais-tu quel âge j'ai ? Ai-je dit d'un ton accusateur. Le marin a souri. Non, et je m'en fous. Je me suis rendu compte que ce marin était vraiment très beau. Il avait un air nordique et virginal. Maintenant que j'étais simple d'esprit, on aurait dit que j'attirais les jeunes gens propres et beaux. Eh bien, j'ai 30 ans. Et j'ai attendu. Ben ça alors, Ellie, vraiment tu les fais pas. Il a serré ma hanche plus fort. Il a regardé vite à droite et à gauche. Écoute, Ellie, si on fait le tour des marches là-bas, sous le monument, je t'embrasse.
À ce moment précis, j'ai remarqué sur l'avenue une silhouette brune, avec des chaussures plates marron qui venait à notre rencontre. À cette distance, je ne pouvais pas bien déceler les traits du visage encore flous, mais je savais déjà que c'était madame Willard. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour la station de métro? Ai-je demandé au marin à voix haute. Quoi? Le métro qui va à la prison de l'île aux Cerfs? Quand madame Willard arriverait à ma hauteur, il fallait que je puisse prétendre demander mon chemin au marin et faire semblant de ne pas le connaître. Lâche-moi, ai-je murmuré entre les dents. Mais, Ellie, qu'est-ce qui se passe? La femme approchait. Elle est passée sans me jeter un coup d'œil. Ce n'était pas madame Willard. Madame Willard était dans son chalet des Adirondacks. J'ai lancé un regard vengeur à la femme qui s'en allait. Dis, Ellie. Rien, je croyais que c'était quelqu'un que j'ai connu. Une de ces putains de pionnes à l'orphelinat de Chicago. Le marin a repassé sa main autour de ma taille. Tu veux dire que t'as plus de papa ni de maman, Ellie? Non. Et j'ai laissé échapper une larme qui était prête pour l'occasion. Elle a tracé son chemin brûlant sur ma joue. Allons, Ellie, pleure pas. Cette bonne femme, elle était vache avec toi? Elle était... elle était ignoble. Les larmes, cette fois, ont jailli à flots. Et pendant que le marin me calmait, me consolait et essuyait mes larmes avec un grand mouchoir propre, sous un orme blanc, je pensais que cette femme en tailleur marron, qu'elle le sache ou non, avait été absolument immonde. C'était elle la responsable de toutes les fausses routes que j'avais suivies, de tous les mauvais tournants que j'avais pris, enfin de tout ce qui m'était arrivé. Alors Esther, comment se sent-on cette semaine? Le docteur Gordon cajolait son stylo comme une longue cartouche d'argent. Pareil. Pareil? Il a soulevé les sourcils d'un air incrédule. Alors, de la même voix neutre et morne, seulement cette fois-ci j'étais vraiment en colère parce qu'il avait l'air de mettre du temps à comprendre, je lui ai répété que ça faisait 14 nuits que je n'avais pas dormi, que je ne pouvais ni lire, ni écrire, ni même déglutir sans difficulté. Le docteur Gordon n'a pas eu l'air impressionné. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai retrouvé les morceaux de ma lettre à Dorine. Je les ai sortis et je les ai laissés tomber en cascade sur son buvard immaculé. Ils y sont restés, immobiles, comme des pétales de marguerite dans un pré. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Je pensais que le docteur Gordon verrait immédiatement que l'écriture était épouvantable. Mais il n'a fait que dire. Je crois que si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais en parler à votre mère. Bon. En fait, ça ne me plaisait pas du tout que le docteur Gordon parle à ma mère. Je pensais qu'il pourrait lui dire que le mieux serait de m'enfermer. J'ai ramassé chaque morceau de ma lettre à Dorine afin qu'il ne puisse pas la reconstituer et apprendre que je projetais de m'enfuir. Je suis sorti de son bureau, sans un mot. J'ai regardé ma mère rapetisser jusqu'à ce qu'elle disparaisse à travers la porte du bureau du docteur Gordon. Ensuite je l'ai vue grandir pendant qu'elle revenait vers la voiture. Alors, je voyais qu'elle avait pleuré. Ma mère ne m'a pas regardé. Elle a mis la voiture en route. Pendant que nous glissions sous l'ombre profonde et aquatique des ormes, elle m'a déclaré. Le docteur Gordon ne pense pas que ton état se soit amélioré. Il pense que tu devrais subir un traitement de choc dans son hôpital de Walton. J'ai ressenti soudain un élan de curiosité, comme si je venais de lire sur le journal un titre épouvantable concernant quelqu'un d'autre. Il veut dire que j'y vive? Non, a répondu ma mère, et son menton tremblait. J'étais persuadé qu'elle mentait. Dis-moi la vérité, ou je ne te parle plus jamais.
Est-ce que je ne te dis pas toujours la vérité ?» a-t-elle répondu, et elle a éclaté en sanglots. Un candidat au suicide sauvé sur une corniche au 7e. Après 2 heures passées sur une étroite corniche 7 étages au-dessus de la foule amassée sur un parking, M. George Polucci a laissé le sergent de police Will Kilmartin du commissariat de Charles Street lui porter secours par une fenêtre voisine. J'ai cassé l'écorce d'une cacahuète tirée d'un sac à 10 cents que j'avais acheté pour nourrir les pigeons, et je l'ai mangée. Elle avait un goût mort comme un vieux bout d'écorce d'arbre. J'ai rapproché le journal pour mieux voir le visage de George Polucci, une demi-lune sur un fond de briques et de ciel noir. Je pensais qu'il avait sûrement quelque chose à me dire d'essentiel, et que ce quelque chose serait inscrit sur son visage. Mais, pendant que je les contemplais, les traits rocailleux de George Polucci se dissolvaient pour devenir une succession régulière de points gris plus ou moins foncés. Le paragraphe encore gras de l'encre noire du journal ne disait pas pourquoi M. Polucci se trouvait sur la corniche, ni ce que le sergent Kilmartin lui avait fait une fois qu'il l'avait entraîné par la fenêtre. L'ennui quand on saute, c'est que si on se trompe dans le nombre d'étages, on peut se retrouver encore vivant sur la chaussée. Mais j'avais l'impression que 7 étages, c'était suffisant. J'ai plié le journal et je l'ai coincé entre les lattes du banc public. C'était ce que ma mère appelait une feuille à scandale, remplie de meurtres, de suicides, de vols, de bagarres, et sur chaque page s'étalait la photo d'une fille à moitié nue, les seins dépassant de sa robe et les jambes arrangées de telle sorte qu'on puisse voir au-dessus de ses bas. Je ne savais pas pourquoi je n'avais jamais acheté de journaux comme ça. C'était le seul genre de choses que je parvenais à lire. Les petits paragraphes sous les photos s'achevaient avant d'avoir eu le temps de se troubler et de se dissoudre. À la maison, je n'ai jamais rien vu d'autre que le Christian Science Monitor, qu'on trouvait sur le pas de la porte, tous les jours à 5 heures, excepté le dimanche, et qui traitait les suicides, les crimes sexuels et les catastrophes aériennes comme si tout cela n'existait quasiment pas. Un grand cygne blanc avec toute une colonie de petits s'est approché de mon banc. Il a contourné une petite île recouverte de buissons et de canards, puis il s'en est retourné vers l'arche sombre du pont. Toutes les choses que je regardais me paraissaient extrêmement lumineuses et minuscules. Je voyais, comme à travers la serrure d'une porte que je ne pouvais ouvrir, mon jeune frère et moi-même, hauts comme 3 pommes, tenant chacun un ballon avec des oreilles de lapin, montés sur une barque en forme de cygne et nous bagarrer pour avoir un siège au bord, au-dessus de l'eau constellée de débris de cacahuètes. Ma bouche avait un goût propre et mentholé. Si nous étions sages chez le dentiste, ma mère nous offrait toujours une balade en bateau. J'ai fait le tour du jardin public. Je lisais le nom des arbres, sur le pont et autour des monuments verts de gris, devant le drapeau américain réalisé avec des fleurs et près de l'entrée où l'on peut, pour 25 cents, se faire photographier dans une cabine de toile à rayures orange et blanche. Mon arbre préféré était le saule pleureur humaniste. J'étais persuadé qu'il venait du Japon. Là-bas, ils comprennent les choses de l'esprit. Au Japon, ils s'ouvrent les entrailles dès qu'il y a quelque chose qui cloche. Je me suis demandé comment ils font. Ils doivent avoir un couteau très affûté. Non, probablement 2 couteaux bien aiguisés. Ils doivent s'asseoir en tailleur, un couteau dans chaque main. Puis ils croisent les bras, en plantent un couteau de chaque côté de leur ventre. Ils sont nus, parce que sinon les couteaux se coinceraient dans leurs vêtements. D'un seul coup, rapide comme l'éclair, avant d'avoir eu le temps d'y songer à 2 fois, ils enfoncent les couteaux et découpent un demi-cercle en haut et un demi-cercle en bas. Comme ça,
La peau du ventre tombe par terre comme une assiette et recueille leurs boyaux qui tombent dedans. Alors, il meurt. Il faut beaucoup de courage pour mourir comme ça. Moi, mon problème, c'est que j'ai horreur du sang. Je me suis dit que j'allais rester dans le parc toute la nuit. Le matin suivant, Dodo Conway nous conduirait ma mère et moi à Walton. Et si je voulais fuir, c'était maintenant ou jamais. Après, il serait trop tard. J'ai ouvert mon sac et j'ai compté $1,79 en petite monnaie. Je n'avais pas la moindre idée de ce que cela me coûterait d'aller à Chicago et je n'osais pas aller à la banque, parce que je pensais que le docteur avait peut-être prévenu le caissier de m'intercepter au cas où j'aurais l'air de tenter quelque chose de suspect. Je pouvais faire du stop, et je n'avais pas la moindre idée de la route qu'il fallait suivre pour aller de Boston à Chicago. Sur une carte, ce n'est pas difficile de trouver son chemin. Et je n'avais que vaguement le sens de l'orientation quand je me retrouvais perdu quelque part. Chaque fois que j'essayais de repérer l'est de l'ouest, on aurait dit qu'il était midi, ou alors il faisait nuageux, et cela ne m'aidait pas du tout. Ou alors il faisait nuit, et à part la grande ours et Cassiopée, je ne m'y retrouverais absolument pas parmi les étoiles. C'était une défaillance qui a toujours outré Buddy Willard. J'ai décidé de marcher jusqu'à la gare des autocars pour me renseigner sur le prix du billet Boston-Chicago. Comme ça, je pourrais aller à la banque et retirer le montant exact du billet, ce qui n'éveillerait aucun soupçon. Je venais de franchir les portes vitrées de la gare, et je me dirigeais vers les comptoirs de prospectus, de tarifs et d'horaires, quand je me suis rendu compte que la banque serait fermée maintenant, car c'était déjà le milieu de l'après-midi. Il faudrait attendre le lendemain pour retirer de l'argent. Je devais être à Walton à 10 heures. À ce moment, le haut-parleur s'est mis à crachoter pour annoncer les arrêts des bus en partance dehors sur le parking. Comme tous les haut-parleurs, la voix faisait Buckle, buckle, buckle. Et tout d'un coup, j'ai reconnu un nom familier, comme un do sur un piano, pendant que tous les instruments d'un orchestre sont en train de s'accorder. C'était le nom d'un arrêt à 2 blocs de chez moi. Je me suis précipité dehors dans cette fin de juillet étouffante et poussiéreuse. J'étais en nage, la bouche pleine de sable, comme si j'allais être en retard à un oral difficile, et je suis monté dans le bus rouge dont le moteur ronflait déjà. J'ai payé mon ticket au chauffeur. La porte s'est dépliée et refermée derrière moi, doucement, comme sur des gonds de velours.